Bonjour, bienvenue à cette première conférence du Salon de l'immobilier neuf, en espérant que mon micro tienne. Je suis Pierre Chevillard, je suis rédacteur en chef pour le site pap.fr et notamment pour le site immoneuf.com. Aujourd'hui, on va inaugurer la série de conférences du Salon par un sujet pratique. Comment est-ce qu'on achète? C'est tout simple, mais on a choisi de traiter ce sujet-là parce que quand on achète dans le neuf, le plus souvent on achète sur plan. Donc, vous le savez sans doute, on achète un logement qui n'est pas encore construit avec un formalisme juridique, financier assez précis. Et puis évidemment, de savoir si le projet va aller jusqu'au bout, si le programme va être construit, etc. etc. Donc, pour animer cette conférence et vous donner toutes ces informations, nous avons avec nous donc Philippe Zilberstein qui travaille pour la société de promotion Capelli. Philippe, votre fonction? Alors, je suis chargé de mission auprès de la direction générale du groupe Capelli. Donc. Merci Philippe. Nous avons aussi Romain Domegnati chez AEI Promotion. Donc Romain. Je suis directeur commercial. D'accord, merci Romain. Et donc Ludovic Loisel chez Réalité. Ludovic Loisel, directeur commercial chez Réalité Île-de-France. Et donc cette conférence, on va cadrer le sujet pendant une 20-25 minutes à peu près, puis ensuite un micro circulera dans la salle puisque cette conférence est aussi la vôtre. Donc vous pourrez poser toutes les questions que vous jugerez nécessaires et on y répondra dans la mesure du possible. Donc, voilà. Quand on veut acheter dans le neuf, ça nécessite un peu de préparation. Philippe, vous ouvrez le bal. Je veux acheter dans le neuf. Je commence par quoi? Allez, je vais ouvrir le bal et je vais certainement vous préconiser des choses qui sont basiques, mais qui sont essentielles. Un projet d'achat immobilier, quel qu'il soit, aussi bien en résidence principale, peut-être plus en résidence principale qu'en investissement, nécessite effectivement une préparation. Donc, il y a une préparation d'abord par rapport à ses besoins, par rapport à ce qu'on souhaite acquérir. Quel est l'objectif qu'on souhaite donner à cette acquisition. Ça nécessite aussi un préalable, c'est de bien quantifier avec son banquier jusqu'où on peut acheter ou quelle capacité on a financièrement. Et puis, troisième chose, effectivement, de définir, au-delà de où on veut acheter, de définir des critères que vous avez et qui sont souvent, on dit que le cas de l'un n'est pas le cas de l'autre. Les critères qu'on peut avoir même sur une même résidence sont pas les mêmes. Des gens peuvent regarder par rapport aux écoles, par rapport aux lycées qui peuvent être importants d'un arrondissement ou d'un quartier à un autre. Donc, tout ça nécessite une préparation. Mais qui peut se faire en étant accompagné, évidemment, par des banquiers, voire des notaires, mais on en reparlera tout à l'heure, et évidemment des promoteurs. Romain, en matière de préparation, qu'est-ce que vous conseillez? Je pense qu'il faut ajouter aussi que chacun doit faire son étude de marché, prendre le temps de bien regarder ce qu'il y a dans l'ancien, dans le neuf, comparer ce qu'on peut avoir pour tel budget, combien de mètres carrés on peut avoir. Et comme l'a dit Philippe, je pense que chaque appartement attend son acquéreur qui, en fait, va être chaussure à son pied. Pour les uns, par exemple, l'orientation, ça peut être une condition sine qua non. Pour d'autres, quelque chose de pas important. Certains vont être dérangés par le bruit, d'autres pas du tout. Donc voilà, il faut réussir aussi dans le neuf, particulièrement à se plonger un peu dans la résidence pour dès le plan, imaginer comment va être l'appartement et comment il va être positionné au sein même de la résidence. Et Ludovic, quel est le premier conseil que vous donnez en matière de préparation? Je dirais de faire attention au choix géographique de l'appartement. Je pense que c'est très important à l'heure actuelle. Alors, mes confrères l'ont très bien décrit. On va s'attacher peut-être à regarder un quartier parce qu'on a quelque chose de sentimental ou on a vécu un moment près de ce quartier-là. On va le regarder aussi par rapport à son bassin d'emploi, par rapport au transport, par rapport aux services de proximité. On va définir notre projet aussi par rapport à notre plan de vie. On est peut-être on va acheter tout seul sa résidence principale ou avec quelqu'un, et puis après on va agrandir la famille. Il y a toutes ces choses qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire à l'heure actuelle notre situation, mais aussi dans l'avenir comment on veut développer notre patrimoine ou notre famille. Et à propos d'avenir, il y a aussi des questions de revente. On dit souvent en matière d'immobilier qu'il faut jamais oublier la revente. Ça veut dire qu'il faut aussi s'intéresser au marché immobilier local. Alors, dans tous les cas, et quel que soit le domaine, c'est surtout quand on achète
C'est surtout à l'achat qu'on fait la bonne affaire, entre guillemets, puisque si on a bien déterminé les critères et si on a bien acheté un logement qui correspond, qui est plutôt bien placé par rapport à tous les critères évoqués par nous tous ce matin, évidemment, on aura plus de facilité à revendre le bien. Et quand on choisit un logement neuf, vous avez parlé de plan, d'orientation. Enfin, c'est quand même en général un bien qui n'est pas encore construit. Comment est-ce que vous aidez les particuliers justement à se projeter dans ce logement qui n'est pas encore construit ? Alors c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se projeter. Certains le font mieux que d'autres, mais généralement le promoteur met quand même beaucoup d'outils à contribution pour aider les clients à se projeter, notamment déjà les commerciaux. C'est leur travail aussi d'orienter les clients là-dessus, d'écrire le mieux possible comment l'immeuble va être implanté sur le terrain, comment vous allez avoir le soleil en fonction de telle ou telle exposition, telle ou telle fenêtre. Et ensuite, on a des outils tels que des maquettes 3D, des visites virtuelles, voilà, beaucoup d'outils qui permettent au maximum de se projeter, même si, évidemment, c'est jamais parfait. Mais c'est quand même beaucoup plus facile qu'avant. Moi, je commence à être un peu un vieux monsieur. C'est plus facile qu'avant. Par rapport à un simple plan et et une petite description, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui permettent de se projeter. Ouais. Et Ludovic, il faut aussi se préparer en matière de financement. On ne peut pas arriver la fleur au fusil, ça y est, j'ai acheté. Non, bien sûr. Il faut faire ses comptes. Oui. Non, mais en matière de financement, oui, il faut, après avoir déjà avancé sur la définition du site, sur la définition de l'environnement, sur la définition du type d'appartement, il faut calculer son enveloppe financière. Alors, le plus facile à faire, c'est d'aller voir donc son banquier, lui présenter le projet et voir, en prenant en compte les taux d'endettement actuels qui sont de 33%, sans rentrer tôt dans des choses concrètes, il faut calculer l'enveloppe financière dont on peut bénéficier. Et à partir de là, on peut commencer à aller voir directement les promoteurs pour qu'ils nous orientent le mieux possible par rapport à cette enveloppe, mais en prenant aussi en compte les objectifs qu'on s'est fixés à l'étape d'avant pour qu'ils nous proposent le produit adéquat. Et sur cette enveloppe que l'on calcule, il faut la calculer de façon globale, en prenant en compte par exemple les frais annexes. Il y a quand même des droits de mutation à payer dans le neuf. Alors les droits de mutation dans le neuf par rapport à l'ancien, et ça c'est un avantage d'acheter en VFA, ils sont de 2,5% versus ancien à 8%. Donc cette enveloppe financière se calcule en prenant en compte ces frais de notaire. Je rajouterais en complément qu'aujourd'hui, malheureusement pour nous les promoteurs et vous peut-être les futurs clients, je ne vais pas dire qu'il y a une raréfaction de l'offre, mais il y a une offre qui a énormément baissé du fait de nombreux permis de construire difficiles à obtenir. Ce qui fait que quand vous allez prospecter, vous allez trouver peut-être une offre donc moindre. C'est pour cette raison, à mon sens, qu'il est important qu'au préalable, vous ayez bien anticipé votre projet, parce que si vous deviez trouver l'appartement qui vous convient, il ne faudra pas perdre de temps pour l'acheter, pour le réserver. Donc, si vous, au préalable, vous avez fait toutes les démarches qu'on évoque là tous ensemble, eh bien, vous serez plutôt dans une position de pouvoir vous engager sur cet appartement ou cette maison, et de ce fait de ne pas perdre cette opportunité que vous avez à ce moment-là. En fait, il faut se présenter pratiquement pré-assigné. C'est-à-dire qu'avec dans l'idéal, oui, c'est tout un parcours à faire, un parcours immobilier à faire au préalable pour arriver, initier soi-même en tant que client et comprendre que le commercial va expliquer la chose et on aura déjà passé toutes les étapes pour pouvoir prendre une décision positive. La décision positive est prise. Comment ça se concrétise ? Avant-contrat, acte définitif, donc on a d'abord un avant-contrat en main. Comment ça se passe ? Ça se passe donc soit avec un rendez-vous physique, sur place, sur le bureau de vente du promoteur, soit même à distance, mais dans tous les cas, on a un contrat de réservation qui explique bien le procédé d'achat en VFA, avec notamment évidemment le prix, le plan de l'appartement, les informations de base, et ensuite les conditions particulières qui sont propres à chacun. Est-ce qu'on achète seul ou à deux ? Est-ce qu'on a besoin de faire un emprunt ou pas ? À quel taux ? Tout ça, c'est déjà précisé dans l'avant-contrat. Et évidemment, les conditions aussi de livraison, les délais,
il faut bien être attentif à ça. Quels sont les délais qui sont justifiés, qui peuvent justifier un retard de la part du promoteur. Ça, c'est un point important. Souvent, il faut lire entre les lignes pour être bien préparé. Et ensuite, l'échelonnement des paiements aussi, c'est important de l'avoir en tête. Pouvoir se préparer, anticiper à quel moment on va devoir dire à sa banque que ça y est, on commence à débourser l'argent selon l'avancée du chantier. Oui, c'est ça en fait, le devis qu'on paye au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Oui, c'est ça. Dans le contrat de réservation, vous allez avoir un échéancier qui va être calculé par rapport à chaque étape, avec des pourcentages à chaque étape de la construction. Et lorsqu'une étape sera franchie, vous recevrez un courrier de la part du promoteur avec une attestation du maître d'œuvre qui validera l'arrivée à cette étape, que vous enverrez après à votre banque, qui ensuite déclenchera le paiement de l'étape correspondante et sera versé au promoteur. D'accord, et donc moi j'ai juste à vérifier, à contrôler, à signer, et pas plus que ça. Oui, exactement, pas plus que ça dans les premiers appels de fonds. Après, c'est vérifiable parce que maintenant, donc on a parlé de plan 3D, on a parlé de visites virtuelles, mais les promoteurs mettent aussi en place soit des caméras, soit des reportages photos à peu près à chacune des étapes franchies. Les clients ont un accès via un compte personnel chez le promoteur et peuvent en fait prendre connaissance des différentes étapes du projet, de la construction, de chez eux, devant leurs ordinateurs. Je peux visiter le chantier? Non. Non. Ah, ça dépend à quel stade. À la fin, oui. J'imagine qu'au moment de la livraison, on peut visiter, mais... Non, mais beaucoup de promoteurs aujourd'hui pratiquent ce qu'on appelle des pré-livraisons. C'est-à-dire qu'une fois on est au stade des cloisons, donc les cloisons sont montées, on a une lisibilité du volume de l'appartement. Et à ce moment-là, maintenant, la plupart des promoteurs invitent leurs clients à venir voir leur appartement qui n'est absolument pas fini, mais qui est en tout cas en volume représentatif de ce qu'ils ont acheté. Ça arrive aussi quelquefois qu'un promoteur n'ait pas tenu compte d'un travaux modificatif ou qui est mal positionné une cloison. Il vaut mieux s'en apercevoir à cet instant-là. C'est ce qui nous arrange, nous, promoteurs, pour pouvoir modifier et justement, au moment de la livraison, apporter un appartement fini. Je voudrais revenir une minute, si vous le permettez, sur l'avant-contrat. L'avant-contrat, c'est quand même un document contractuel qui engage les deux parties, la personne qui achète et le promoteur qui vend. C'est très encadré, et c'est très encadré en faveur du réservataire ou de l'acquéreur. Toutes les lois, tous les textes de loi qui protègent l'acquéreur sont dans ce contrat. Tous les accords pris contractuellement entre le client et le promoteur sont dans ce contrat. Ce qui fait que quand on arrive chez le notaire, quand on est notifié pour passer chez le notaire, il n'y a pas de sujet. Voilà. Vos surfaces ont été définies en amont, avec toutes les réserves techniques qu'on peut avoir, mais il ne devrait pas y avoir de mauvaise surprise. Et s'il y avait une mauvaise surprise, de toute façon, contractuellement, il y a toujours quelque chose qui doit répondre à cette mauvaise surprise. Et imaginons, j'ai trouvé mon appartement, j'ai signé, et puis un événement imprévu ou simplement un changement d'avis, je peux me rétracter. Vous avez 10 jours après la signature du contrat de réservation pour vous rétracter. C'est la loi. Au-delà de ces 10 jours, vous devez effectuer un dépôt de garantie pour bloquer l'appartement, en gros, et répondre à votre engagement envers le promoteur. Et ensuite, à moins qu'il y ait, par exemple, une condition suspensive d'obtention de prêt, donc dans ce cas-là, c'est mentionné dans le contrat. Si vous n'avez pas votre prêt, bon, pas de problème, dommage pour tout le monde, mais il suffit de présenter que vous avez effectivement effectué les démarches auprès d'un établissement bancaire pour avoir le prêt, que malheureusement vous l'a refusé. Donc là, vous n'êtes plus tenu d'acheter et on vous rend votre dépôt. Par contre, sinon, si c'est juste changement d'avis, non, finalement, je préfère partir faire le tour du monde, non, ça ne marche pas. Là, soit vous perdez votre dépôt de garantie, soit vous achetez. Et la banque donne un certificat de refus, de toute façon, quand elle a... Tout à fait. C'est nécessaire pour que le promoteur enregistre le désistement et restitue le dépôt de garantie. Et en termes justement de garantie de protection à ce stade-là, imaginons par exemple, vous avez commencé à vendre et puis un problème, vous ne pouvez pas sortir le programme. Moi, j'ai déjà signé. Comment ça se passe ? Alors, dans l'avant-contrat, il y a ce qu'on appelle la garantie financière d'achèvement.
Donc ça, c'est le promoteur qui prend cette garantie auprès d'une banque ou d'un assureur qui permettra, si le promoteur est défaillant, que la construction soit reprise et construite. Donc c'est ça qui vous protège. Je voudrais juste revenir sur le dépôt de garantie pour sur une petite précision. Le promoteur peut prendre jusqu'à 5% de dépôt de garantie. Je dis bien jusqu'à 5. Donc aujourd'hui, certains prennent une somme forfaitaire, d'autres prennent 2, d'autres prennent 5. Dans le cas où la signature de l'acte est prévue dans l'année du contrat de réservation. Si c'est dans les 24 mois, ils ne peuvent pas prendre, le promoteur ne peut pas prendre 5%, mais il prend 2%. Et si, pour des raisons X ou Y, la notification et la signature notaire se fait au-delà des 24 mois, c'est 0. Et s'il vous a pris préalablement un dépôt de garantie, il est tenu de vous le rembourser. C'est la loi. Oui, donc c'est très, très, très encadré. Ah oui, complètement. C'est extrêmement bien encadré et toujours dans le sens du client. Et donc, ce qui veut dire que quand on arrive chez le notaire, finalement, le notaire, c'est une simple chambre d'enregistrement ou est-ce qu'il peut apporter une plus-value en termes de conseils aux acquéreurs Si, il peut apporter une plus-value en termes de conseils parce que déjà, l'acte notarié est quand même plus précis que le contrat de réservation. Au moment de l'acte notarié, ça veut dire que le projet il est aussi plus avancé, mieux ficelé, on va dire. Oui. Il y a déjà eu, par exemple, les éléments qui vont créer la copropriété. Il peut survenir qu'on apprend quelque chose à ce moment-là, que le règlement de copro, j'en sais rien, interdise de faire des barbecues. Bon, vous ne le saviez pas avant d'acheter, vous adorez le barbecue. Voilà, vous l'apprenez le jour de la notification. Ou effectivement, le notaire peut se porter aussi conseil pour des raisons de défiscalisation, optimisation fiscale. Est-ce que vous êtes marié ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de se paxer pour bénéficier de tel avantage? Là, c'est des questions qui sont à poser au notaire. On peut même conseiller d'aller voir un notaire avant le projet pour bien cerner toutes ces questions. C'est comme le soulignait Philippe en préparant la conférence. Il y a aussi beaucoup on sait qu'il y a des divorces, on sait qu'il y a des familles recomposées, il y a des questions de protection des uns et des autres, d'organisation du patrimoine. Donc, vous pouvez même acheter, par exemple, avec une SCI, vous voulez faire rentrer vos enfants dedans. Bon, tout ça, il faut le prévoir à l'avance et en parler au notaire. Merci. Bon, le chantier a avancé. On a prévisité. On a vu que tout allait bien. Ça va être livré. Comment ça se passe? Alors, à ce niveau-là, dans l'échéancier que vous avez signé dans l'acte notarial, on est arrivé à 95%. Donc, vous allez être invité à venir prendre livraison de votre bien. Et à ce moment-là, vous allez demander à votre banque de vous donner un chèque de banque à hauteur de 5%. Le jour de la livraison, vous serez reçu donc, par le promoteur et vous ferez le tour de l'appartement. Je vous invite vraiment à tout vérifier de fond en comble pour qu'il y ait le moins de réserves possible. Ça peut arriver, mais c'est à cet égard qu'on fait des visites soit 3 mois avant la livraison, ce qu'on appelle des pré-visites de livraison, ou des visites cloison, justement parce qu'on est dans une ère où on personnalise beaucoup les appartements. Et comme le disait très bien Philippe, c'est vraiment à cette étape, quand il y a des ratés ou des oublis ou des modifications qui n'ont pas été pris en compte, que ces problèmes-là doivent être réglés pour avoir vraiment... c'est ça tout l'intérêt d'acheter dans le neuf, c'est que le jour de la livraison, on arrive, on réceptionne, on pose les valises, on fait venir le cuisiniste et puis on y habite dans l'heure qui suit. C'est un peu ça l'idée. Cuisiniste qui, au moment des pré-livraisons, sera venu prendre les premières cotes et qui aura donc plus qu'à poser la cuisine au moment de la réception. Ce qui veut dire, pardonnez-moi, ce qui veut dire que vous ne vous occupez pas de la cuisine. Non. Enfin, en ce qui nous concerne, oui, vous avez raison. Globalement, on est promoteur, on n'est pas cuisiniste. Après, pour autant, on a quelques partenariats, aussi bien financiers que aussi de prestataires. On peut mettre en relation des gens qu'on connaît et qui vont peut-être commercialement parlant faire un geste économique, une réduction sur une cuisine. Donc oui, ça oui. Mais d'origine, sauf excepté quelques programmes très spécifiques, en général, les cuisines équipées ou les kitchenettes équipées, c'est plutôt les studios. Après, au-delà, c'est nul. Et donc, je suis livré, et j'imagine, parce qu'on parlait beaucoup de garanties avant, pendant, et j'ai des garanties après aussi, ce qu'on appelle des garanties légales, je crois. Oui, tout à fait. Vous avez plusieurs types de garanties. Bon, d'abord, comme on l'a dit, dès la réception du logement, il faut vraiment tout regarder.
Est-ce qu'il y a une petite fissure dans la peinture? Est-ce qu'il y a une dalle qui a été mal posée? Enfin, tout, les robinets, les poignées de porte, tout. Ce jour-là, vous pouvez émettre des réserves auprès du promoteur qui va pointer tous les petits défauts qu'il y a dans l'appartement. Alors même si l'objectif c'est qu'il n'y en ait pas, il y en a toujours. Ensuite, le promoteur est tenu de revenir corriger ces défauts. Et vous avez ensuite une garantie. Bon, première garantie, vous avez une garantie d'1 an de parfait achèvement qui vous permet de vivre un peu dans l'appartement, de voir tous les petits défauts qu'il peut y avoir, qui ne sont pas des défauts graves, mais qui sont quand même des défauts. Donc vous avez 1 an pour les relever et le promoteur doit les corriger. Pendant 1 an également, vous avez une garantie d'isolation phonique. Donc si vous vous rendez compte que c'est bizarre, on entend tout ce que dit le voisin, c'est pas normal. Donc oui, pas normal. Donc dans ce cas-là, on peut faire venir un expert qui va mesurer les décibels, etc. Et si vraiment il n'y a pas l'isolation phonique nécessaire, le promoteur doit aussi la corriger. Ensuite, vous avez un autre type de garantie qui est la biennale qui dure 2 ans. Là, c'est pour tous les biens d'équipement, c'est pour tout ce qui est chaudière, volet, porte, enfin tout ce qu'on peut en gros détacher de l'appartement. Ça, tout est garanti pendant 2 ans. Et enfin, vous avez la grosse garantie du neuf, qui est la décennale, et là qui dure 10 ans. Et là, ça touche vraiment tout ce qui est la structure de l'immeuble, ce qui rendrait en fait impropre le bien à son usage. Donc vraiment une fuite très importante, un immeuble qui commence à se fissurer, un toit qui commence à laisser passer l'eau. Bon, là, c'est vraiment pas normal et c'est garanti pendant 10 ans. Donc il faut activer cette garantie. Et pareil, bon là c'est pas le promoteur, mais bon c'est pareil, c'est son assureur qui prend le relais et qui vient corriger tout ça. Et ça, c'est l'assureur du promoteur qui souscrit cette assurance pour mettre en jeu la décennale pour le compte du particulier, c'est ça? Exactement. Juste un petit complément sur les livraisons. La plupart des promoteurs préviennent leur acquéreur à -6, à -4 mois de la livraison, au moins du mois dans lequel ils vont livrer. Parce que on imagine en résidence principale, on a peut-être un bien à revendre, un congé à donner si on est locataire. Donc ce qui est important, c'est 4 à 6 mois auparavant de savoir déjà dans quel mois je vais être livré. Et ensuite, plus on s'approche, en gros à moins de 3 mois, on est capable de donner la quinzaine pour quasiment 1 mois avant donner une date précise. Voilà. C'est à peu près comme ça que fonctionne, à quelques jours ou quelques semaines près, suivant les promoteurs, que fonctionne la communication avec leurs clients pour anticiper, préparer les déménagements, les congés, enfin voilà. Donc c'est aussi comme ça que ça se passe. Juste pour finir sur les garanties, la garantie de parfait achèvement, c'est le promoteur qui missionne les entreprises qui ont travaillé pour lui sur toute la durée du chantier. La biennale, ça va être le promoteur directement. Donc là, il peut prendre une autre entreprise pour lever les réserves si jamais il y en a d'autres qui se produisent sur les équipements dont tu as parlé Romain, pendant les 2 ans. Et la décennale, là, c'est l'assurance dommage ouvrage, classiquement, où là, c'est l'assureur qui intervient avec des experts.